Monsieur Maritaunian, merci de répondre à l'invitation du grand entretien de Jotna TV. Notre thème d'aujourd'hui porte sur société et savoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur titulaire de classe exceptionnelle, ancien recteur de l'Université Gaston Berger du Sénégal de 2006 à 2012, avant d'être nommé ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de 2012 à 2019. Vous êtes également passionné de langue, on va dire plutôt de poésie, parce qu'en 2017, vous avez publié un recueil de poèmes intitulé Le ciel et les mots. Donc, c'est dire que vous êtes un homme qui accorde beaucoup d'importance au savoir de façon générale. Récemment, vous avez fait un post sur Facebook fustigeant le recul de la pensée critique dans la société sénégalaise, même en écorchant les plus instruits de la société. Quelle en était la cause? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous avait poussé à faire ce post-là, d'ailleurs largement relayé par la presse au moment où vous l'avez publié? C'est en observant, en écoutant et en échangeant avec beaucoup plus de monde que d'habitude que je me suis rendu compte que les Sénégalaises et les Sénégalais, et particulièrement ceux qui sont les plus instruits, beaucoup d'entre eux prennent pour argent comptant tout ce qui est dit dans les médias, que ce soit d'ailleurs les médias publics que les médias privés, souvent les médias en ligne, et cela évidemment remet en cause l'esprit critique qui est essentiel pour la construction d'une société de la connaissance. Et on ne s'interroge plus sur les sources, sur les faits, sur aussi les contenus des documents. Et cela est d'autant plus grave qu'au niveau particulièrement des radios et des télévisions, nous avons beaucoup d'animatrices et d'animateurs qui ne sont pas de véritables journalistes et qui, à longueur de journée, je dirais à longueur d'antenne, distillent une idéologie qui est une idéologie de l'obscurantisme. Et ceci, évidemment, n'est pas positif dans la construction d'une société qui veut être une société émergente. J'ai aussi remarqué que au niveau de l'espace politique, de la majorité comme de l'opposition, là aussi, le débat qui doit être un débat intellectuel, un débat fondé sur la connaissance, est devenu un débat qui est plus basé sur « vous avez tort », j'utilise vos faiblesses pour affaiblir la perception de ce que vous dites ou pour vous diaboliser, plutôt que de vous opposer un raisonnement, un plaidoyer argumenté qui est la base du débat démocratique. Car lorsque le débat démocratique en arrive à un échange d'invectives, nous allons tout droit, dans un sens ou un autre, vers l'instauration d'un certain totalitarisme intellectuel qui est préjudiciable à la réflexion, à la pensée et particulièrement à la construction d'idées nouvelles, parce que c'est sur la base d'idées nouvelles, sur la base d'innovations intellectuelles, scientifiques et techniques qu'une société comme la nôtre, qu'une économie comme la nôtre, que même une idéologie peut naître pour porter et entraîner les populations vers le chemin qui est celui de la construction patriotique de notre pays.
Parmi les raisons que l'on avance souvent pour justifier le recul de la pensée critique, on évoque le divertissement et le spectacle. On le voit justement dans la grille des programmes de télé et la place que cela prend. Êtes-vous de cet avis? Effectivement, c'est un problème lorsque les divertissements occupent l'essentiel de l'espace. Nous l'avons vu il y a un peu plus d'une décennie, lorsque les réussites personnelles, les hommes et les femmes qui ont réussi dans la société et que les médias ont porté étaient plus les artistes, les chanteurs, les musiciens, les lutteurs, et que les ingénieurs, les médecins, les chirurgiens, les physiciens, les mathématiciens et autres n'avaient pas leur place dans la société, n'étaient pas fêtés. Et évidemment, ceci a eu un impact sur le système scolaire. Les meilleurs élèves, d'ailleurs, n'étaient plus fêtés. Heureusement que nous en sommes revenus de plus en plus dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, à ce que ces meilleurs élèves maintenant sont célébrés, encouragés et donnés en exemple. Mais il est essentiel, les arts, les lettres, la culture font partie de la société. Les hommes de lettres, les hommes de culture, les artistes, les femmes et les hommes d'art doivent être célébrés. Mais il faut célébrer aussi avec force la réussite par le travail à travers les sciences, à travers la technologie, à travers les entrepreneurs qui se sont construits en partant de presque rien et qui n'ont pas eu besoin de soutien occulte ou d'être des prête-noms de qui que ce soit. Et c'est une société entière, totale, dont il faut prendre des exemples réussis. Pas simplement la musique et la danse, qui n'a pas quand même construit, à mon sens, l'émergence d'un pays. L'Afrique, nous avons la chance, nous avons cette jeunesse. Cette jeunesse a besoin d'éducation, de formation et surtout d'être abreuvée de sciences et de technologies. Et les meilleurs exemples qu'on peut donner à cette jeunesse, ce sont des ingénieurs, ce sont des médecins, ce sont des chirurgiens, ce sont des mathématiciens, ce sont des architectes, ce sont des écrivains, ce sont des juristes, des politistes, des sociologues, des géographes, des anthropologues, etc. Et aussi, évidemment, lorsque, comme hier, Sadio Mané est célébré et fêté, c'est aussi une fierté pour le Sénégal. Et il a dit quelque chose qu'il faut retenir pour toute la jeunesse sénégalaise. Il a rappelé que l'année dernière, il n'avait pas eu le ballon d'or. Et il avait dit qu'il avait confiance en lui et qu'il va rapporter le ballon d'or, et il l'a réussi. Cette confiance en soi est indispensable pour que nous ayons de la réussite au niveau de notre jeunesse. Évidemment, elle doit être accompagnée. Accompagnée en premier par l'État et accompagnée ensuite par la société, par les communautés, par l'économie. Et je voudrais donc dire qu'il nous faut rééquilibrer ceux qui sont célébrés, que dans les médias, on rééquilibre aussi ce qui est porté, qu'on donne plus de place à la connaissance, plus de place à l'esprit de créativité, plus de place aux réussites qui contribuent au développement. Et si nous le faisons, nous allons entraîner toute notre jeunesse dans la construction positive de notre pays. Je rappelais dans l'introduction de l'émission que vous êtes mathématicien, mais aussi passionné de poésie. Aujourd'hui, beaucoup aiment opposer
l'enseignement technique et les savoirs littéraires, ou plus exactement les connaissances utilitaristes dont la finalité est de trouver du travail et rapidement par rapport à l'acquisition des connaissances qui rentrent dans la culture générale. Pour vous qui naviguez entre ces deux types de connaissances, n'est-ce pas une grosse erreur de vouloir opposer ces deux types de connaissances dans l'enseignement? Vous savez, lorsque je donnais le cours d'analyse en première année à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, je commençais toujours le cours avec ces nouveaux bacheliers en leur disant deux choses. Premièrement, il faut lire. Cela les surprenait un peu parce qu'ils étaient en classe de mathématiques et dans une filière de mathématiques. Il faut lire. La littérature est indispensable à la construction de la science. Il est difficile de faire des mathématiques si on ne maîtrise pas la langue d'enseignement. Et pour cela, il faut lire. Il faut lire aussi pour acquérir de l'expérience que vous ne vivez pas. Parce que chaque ouvrage vous transmet une expérience, vous transmet une connaissance, vous transmet beaucoup de choses que vous n'avez pas vécues et que peut-être vous ne vivrez jamais. Ensuite, je disais que le rôle de l'université, c'est de développer l'esprit critique, de ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit si au préalable vous n'avez pas eu la possibilité de vérifier que c'était bel et bien vrai. Et ça aussi c'est essentiel. C'est pour dire donc qu'au niveau du système éducatif, il est essentiel de développer les langues. Le français, parce que c'est la langue dans laquelle on étudie. Et je serai heureux, je serai ravi que demain, que rapidement, les langues nationales puissent intégrer l'éducation de base et de manière universelle. J'ai mis en place à Saint-Louis, quand j'étais recteur, l'UFR des civilisations, religion, art et communication. Dans cette UFR, il y a le département de langue et culture africaine. Dans ce département, les langues nationales sont enseignées comme langues vivantes, c'est-à-dire langues dans lesquelles on peut réfléchir, on peut analyser et on peut résoudre des problèmes, que ce soit des problèmes philosophiques, que ce soit des problèmes littéraires ou même demain des problèmes scientifiques. Il faut donc faire en sorte que les lettres, la culture générale puissent être développées. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un système éducatif dans lequel nous avons un déséquilibre qui est préjudiciable au développement même de la formation. Lorsque vous avez plus de 80% de bacheliers littéraires, vous êtes là en face d'un déséquilibre qu'il faut corriger. Il faut corriger, et je vois que l'éducation nationale a une ambition dans quelques années de ramener cette situation à l'équilibre, c'est-à-dire 50% de bacheliers scientifiques pour 50% de bacheliers littéraires. Ce sera une chose très importante et pour cela, il faut motiver les jeunes, il faut les encourager à étudier les sciences et les technologies qui apparaissent comme des études difficiles. Je dis que ce ne sont pas des études difficiles. Il n'y a pas de don pour les sciences ou les mathématiques. C'est simplement de former et que les formateurs choisissent les bonnes méthodes pédagogiques. Il faut accompagner, même lorsqu'on enseigne les sciences, les mathématiques, la physique, la chimie, mais il est indispensable que ces jeunes étudient les lettres, étudient les langues étrangères, l'anglais par exemple, qui est aujourd'hui la langue, je dirais, de la science et de la technologie. Il est important que ces jeunes étudient le leadership, le développement personnel, la citoyenneté, fassent de l'entrepreneuriat et qu'ils soient ouverts sur la société en servant les communautés, qu'ils fassent du service à la communauté.
il faut trouver un équilibre. Nous sommes aujourd'hui dans une situation déséquilibrée. C'est celle-là qui impose d'insister davantage sur l'enseignement des sciences et de la technologie. Nous sommes aussi dans une situation déséquilibrée puisque la formation professionnelle occupe une très petite partie dans le système éducatif, alors qu'elle aurait dû occuper une partie plus importante. Si nous prenons le Québec avec les cégeps, si nous prenons la Suisse avec ses formations professionnelles biduales, si nous prenons l'Allemagne avec ses formations aussi professionnelles, de même que le Japon et la Corée du Sud, nous nous rendons compte que là aussi, il faut donner plus d'espace à la formation professionnelle tout en ne cassant pas cette formation générale que nous avons qui intègre d'ailleurs la formation mathématique, puisque en échangeant avec beaucoup d'entreprises qui s'installent au Sénégal dans le domaine du numérique, je me suis aperçu que la force en fait des techniciens, des ingénieurs formés au Sénégal, c'est leur fondement en mathématiques. Beaucoup m'ont dit, écoutez, le jeune Sénégalais qui a le master, lorsque nous le recrutons au départ et que nous le comparons au titulaire de master indien formé en Inde, le jeune Sénégalais est moins pratique. Mais au bout de 6 mois d'exercice, il devient meilleur que l'Indien. Et demain, lorsqu'il y a des changements de profil de poste, le jeune Sénégalais s'adapte plus facilement parce qu'il a eu une formation fondamentale en mathématiques, en physique, en informatique plus importante. Et il a une plus grande ouverture d'esprit parce que notre formation intègre aussi ces formations en langue et littérature. Donc, il nous faut équilibrer. Il nous faut aussi équilibrer le discours. Parce que sinon, il y a tout de suite un sentiment que ce qui est en train de se construire, ou le projet de formation qui est en cours, veut en fait se faire au détriment des lettres, des arts et de la culture générale. Or, elle est la spécificité de notre système éducatif. Pour revenir à la pensée critique, nous savons que la société sénégalaise est profondément religieuse. Elle assume fièrement, ce qui est bien. Nous parlons ici alors de la présence d'une dimension chez l'humain qui fait davantage appel au cœur et à l'affectif qu'au cerveau et à la raison. À votre avis, cette prépondérance du fait religieux dans la société, est-ce que ça explique en partie l'absence de cette distanciation nécessaire à l'analyse et à l'interprétation de certains faits de société? En d'autres mots, est-ce que la foi religieuse est incompatible avec le développement de l'esprit critique? Alors, là-dessus, je pense qu'il faut regarder un peu les différentes religions. Je pense nous sommes ici au Sénégal avec la religion chrétienne et la religion musulmane et les religions traditionnelles. Ce que je constate, c'est que nous avons des scientifiques au Sénégal qui appartiennent à toutes ces disciplines. Nous avons des philosophes, dont un qui est mondialement connu, le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui d'ailleurs a beaucoup écrit sur la religion, en particulier la religion musulmane, et sur ces questions aussi. J'ai eu à lire la thèse d'État du professeur Sémou Pathé Gueye, qui est philosophe et qui a disparu, qui est décédé, qui a écrit aussi sur ces questions-là de falsification. Et beaucoup d'autres écrivains, beaucoup d'autres hommes et femmes de lettres ont écrit sur ces questions. Mais il y a aussi les fondateurs de confréries
Et je citerai en particulier Serigne Touba, qui a consacré beaucoup d'écrits sur la connaissance, sur la production de la connaissance, sur le rôle et la place de la connaissance, sur le devoir d'étudier. Et lorsqu'on lit ces écrits, on est très surpris de l'ouverture d'esprit. Et je dirais que ces écrits ouvrent des perspectives critiques lorsqu'on est de cette confrérie qu'il a fondée. De même que les autres écrits. Et je pense que de manière générale, la religion, même si dans l'histoire nous avons eu des exemples qui disent le contraire, la religion n'est pas opposée à la pratique de l'esprit critique, chez nous ici au Sénégal. Et cependant, ce qui amène la difficulté, c'est souvent la perception des prédicateurs. Parce que beaucoup de prédicateurs limitent la connaissance à la connaissance religieuse et théologique. Ce qui, évidemment, est très restrictif et met au banc de la connaissance le fondement même de celle-ci, les connaissances scientifiques. Et ceci, évidemment, ne prend pas en compte le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est cité très souvent, qui est que pour la connaissance, on peut aller jusqu'en Chine la chercher. Ce qui sous-tend, évidemment, énormément de questions qui ne sont pas des questions liées à la religion musulmane. Je pense qu'il y a là à former un peu plus les prédicateurs dans le domaine des sciences, dans le domaine de la géographie, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'astronomie. Et j'ai vu d'ailleurs, lorsque nous avons lancé des programmes de promotion de la culture scientifique dans le domaine de l'astronomie avec Maram Kairé, nous avons vu des imams qui ont participé et qui ont véritablement participé avec beaucoup d'enthousiasme non seulement à comprendre l'astronomie, mais à partager l'astronomie avec les populations. La religion, l'autre difficulté, c'est, j'ai vu pendant une certaine période, et cette période semble un peu révolue, qu'un certain nombre, surtout d'intellectuels, ont cru penser, retrouver dans les écrits religieux les résultats scientifiques. Je pense que ce n'est pas une bonne démarche, dans la mesure où la science est évolutive, la science est une approximation successive, une vérité aujourd'hui peut ne plus l'être demain, alors que les écrits religieux sont censés être des écrits qui ne changent pas, des écrits immuables, donc on ne peut pas leur donner un sens aujourd'hui et changer de sens demain. Et donc dans cette démarche, c'est plutôt l'écrit religieux qui est appauvri et qui perd de sa substance. Je pense qu'il n'y a aucune opposition de principe à pratiquer sa religion, à la vivre pleinement et en même temps à développer un esprit critique. Lorsque vous étiez ministre de l'enseignement supérieur, vous étiez également engagé politiquement. Aujourd'hui, beaucoup font le constat que nos universitaires ne s'immiscent pas toujours dans la vie politique et certains parmi eux s'imposent même un droit de réserve sur les sujets relevant de la politique telle qu'on la vit dans notre société. Selon vous, est-ce que l'intellectuel peut s'engager activement dans le champ politique ou, comme le disent certains, il doit simplement se limiter et rester dans les amphithéâtres et dans la production scientifique et intellectuelle? C'est vrai, c'est une question qu'on nous pose souvent.
très souvent dans les forums, dans les conférences, on dit, mais vous êtes mathématicien, mais vous servez plus le pays en restant mathématicien qu'en devenant ministre ou en devenant responsable de parti, etc. Je pense que cette démarche est d'abord une démarche tout à fait compréhensible, puisque nous n'avons pas assez de scientifiques. Il ne faut pas que nos scientifiques fassent autre chose. Mais il faut se dire, si les cadres de ce pays, si les intellectuels de ce pays, si tous ceux qui sont porteurs de connaissances et de technicité désertent l'espace politique, cela veut dire que ce sont les plus ignorants parmi nous, ce sont les moins compétents parmi nous, ce sont les moins préparés à exercer des prises de décision qui sont dans l'espace politique, donc qui décideront, planifieront et mettront en œuvre des politiques à notre place. Et à ce moment-là, il ne faut pas être surpris que toutes ces politiques, en tout cas beaucoup d'entre elles, ne puissent pas réussir. Il est essentiel que tout citoyen aspire à s'engager dans l'espace politique, aspire à apporter sa contribution au développement du pays. Et cette contribution, elle est technique, mais elle est aussi politique. Parce que c'est à travers la politique que les décisions qui vont transformer le pays sont prises. Moi, c'est en 1976 que j'ai adhéré au PAI clandestin. Pourquoi j'y avais adhéré? Parce que j'avais vu que ce parti qui était clandestin à l'époque avait mis en avant que pour ses étudiants, ils devaient avoir la compétence technique, ils devaient être techniquement compétents et politiquement engagés. J'étais en classe de mathématiques supérieures au lycée Potier d'Orléans et j'avais vu que la plupart de mes camarades qui étaient à travers la France en classe préparatoire avaient fait le même choix que moi. Parce que ce choix nous confortait, dans le fait qu'il fallait conquérir les connaissances, parce que c'est ça qui allait libérer l'Afrique. 2, qu'il fallait aussi que nous contribuions à la transformation de la société africaine, et cela, c'est la politique, pour que les populations soient mobilisées pour libérer l'Afrique, pas seulement la libération politique, parce qu'elle était déjà faite, mais au niveau économique, au niveau scientifique, au niveau diplomatique, etc. Et contribuer ainsi à l'émergence de nos pays. Et ce choix, il n'est pas seulement le mien, c'est un choix ancien. Je peux vous donner des exemples très illustratifs. Je parlerai de Évariste Galois, mathématicien français, mort à l'âge de 20 ans. C'est lui qui a créé la théorie des groupes, ce qu'on appelle les groupes de Galois. C'est un mathématicien qui a soutenu le combat des républicains. Vous avez un mathématicien français, Maurice Audin, qui était membre du Parti communiste français, qui a été tué par l'armée française. Et d'ailleurs, récemment, le président Emmanuel Macron est allé rendre visite à sa compagne. Vous avez quelqu'un comme Frédéric Joliot-Curie, qui a été prix Nobel, et qui était aussi membre du Parti communiste français. Vous avez aussi Ibn Omar Mohamed Saleh, mathématicien, porte-parole de l'opposition tchadienne, et qui a disparu parce qu'assassiné. Et vous avez des exemples un peu plus récents, celui de José Luis Macera, qui est un mathématicien uruguayen, qui a été aussi membre du Parti communiste uruguayen, qui a été emprisonné pendant presque 10 ans. Et plus récemment, vous avez Faustin Archange Touadéra, l'actuel président de la République centrafricaine. C'est un professeur de mathématiques, c'est un mathématicien qui s'est impliqué dans le combat politique en République centrafricaine. Et tout récemment, je dirais, c'est même une question d'actualité, c'est Cédric Villani,
qui est médaille Fields de mathématiques, qui est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques et qui est actuellement candidat à la mairie de Paris. Les hommes de science et de technique font la science, font la technique, mais le monde est devenu tellement complexe dans ce domaine que si vous n'avez pas des gens avertis de ces questions, qui maîtrisent ces questions, vous risquez de prendre de mauvaises décisions et vous risquez de ne pas percevoir les perspectives d'avenir pour le pays. Et c'est pourquoi il est essentiel que dans l'administration de l'État, qu'il y ait des scientifiques de très haut niveau, qu'il y ait des ingénieurs de très haut niveau, des médecins de très haut niveau, qu'il y ait des techniciens de très haut niveau pour aider ceux qui assument les fonctions politiques à prendre les bonnes décisions. Et aussi dans la chaîne d'exécution, il doit y avoir aussi ces personnes, parce que sans ces personnes-là, même les décisions prises ne seront pas bien exécutées. Pour terminer, et à la lumière de tout ce qui a été dit lors de cette émission, est-ce que nous avons une société qui accorde beaucoup d'importance au savoir? Ou plus simplement, le Sénégal est-il réellement une société du savoir? Non, nous ne sommes pas encore une société de savoir. Pour être une société de savoir, la première des choses, c'est qu'il faut que la scolarisation soit universelle. Qu'elle soit d'ailleurs en français, en arabe ou en langue nationale. Parce que souvent, quand on dit scolarisation, on pense seulement au français. Il faut que la scolarisation soit universelle. Il faut que le niveau de formation moyen de la société dépasse l'éducation de base, c'est-à-dire l'école primaire et le collège. Il faut que les sciences et les technologies aient une place importante dans la production, dans les services, dans l'économie du pays. Il faut que dans la communication, dans les médias, dans l'idéologie générale que ces médias véhiculent, que la connaissance soit au cœur. Nous ne sommes pas encore là. Nous avons beaucoup d'insuffisances à corriger et c'est un défi important pour ceux qui décident sur ces questions d'exercer le pouvoir, de mettre en œuvre cela pour que la jeunesse sénégalaise et de manière générale les Sénégalais puissent accéder à l'écriture, accéder aux connaissances scientifiques et techniques de base, avoir aussi l'envie d'apprendre, parce qu'apprendre, il faut avoir l'envie. Il faut que même celui qui n'a pas été à l'école ait envie d'apprendre et apprenne et qu'il y ait un dispositif qui lui permette d'apprendre. Et être une société de la connaissance, c'est aussi indispensable pour faire partie des pays qui comptent dans ce monde. Parce que plus nous avançons, plus la connaissance est essentielle dans l'économie et essentielle dans la construction du bien-être des populations. Donc nous avons besoin de nous hâter pour construire cette société. Professeur Mary Teuw Niane, merci beaucoup de votre disponibilité. Nous avons énormément apprécié ce grand entretien avec vous, la profondeur, la clarté, la perspicacité de vos réponses. Le mot de la fin? C'est, comme toujours, je dis, il faut inciter la jeunesse à étudier. Parce que c'est à travers les études que l'Afrique va s'émanciper. C'est à travers les études que tous les projets que l'on veut mettre en place pourront l'être. Il faut que les jeunes puissent étudier, puissent se sacrifier pour réussir les études et que dans ces études, on puisse donner une place importante à la science et à la technologie et que nous prêtions attention aux nouvelles sciences qui sont en train de se construire et qui transforment le monde, comme l'intelligence artificielle, le big data, les cybersécurités, la robotique,
l'assimilation numérique, etc. Et nos pays peuvent y réussir à condition que la jeunesse soit sensibilisée et que les espaces d'études et d'apprentissage soient aménagés pour qu'ils puissent réussir. Merci.